Alors que l'acte 13 des Gilets jaunes se prépare dans la rue, on verra quelle en est l'ampleur, eh bien, dans la majorité, des voix s'élèvent pour avoir une petite musique discordante. On va voir ce qu'il en est avec un député, Mathieu Orphelin, qui vient de quitter le groupe. Et puis eh bien, les élections européennes qui se profilent et tout le monde essaye de se mettre en ordre de bataille. Eh bien, c'est avec Aurélien Taché que nous sommes ce matin dans les studios du Figaro pour parler de tout cela. Aurélien Taché, qui est un député LaREM, précisément, du Val d'Oise. Aurélien Taché, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Alors, Mathieu Orphelin, je disais, a quitté le groupe dans la semaine en disant qu'il était en désaccord sur plusieurs sujets, notamment sur les sujets relevant de l'économie, de l'écologie. Et vous avez dit, eh bien non, quand on conteste, il faut peut-être mieux être à l'intérieur qu'à l'extérieur, alors que vous avez aussi des sujets de discorde, éventuellement, avec la ligne générale du groupe. En tout cas, j'essaie de faire valoir les positions dans lesquelles je crois et j'ai toujours cru. J'ai eu un engagement politique avant d'être à La République En Marche. À gauche. J'avais déjà ces idées. Je continue de les défendre au sein de La République En Marche parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est l'endroit où on peut vraiment efficacement porter un certain nombre de choses pour faire avancer la vie des Français. Mais oui, je pense qu'on est toujours plus fort quand on est au sein d'un collectif. C'est pas toujours simple. Hein. Évidemment, vous faites valoir des choses. Parfois, on vous donne raison, parfois non. Mais en même temps, c'est dur à tenir. C'est l'exercice d'équilibriste auquel chaque député qui veut vraiment faire avancer les choses est confronté. Mais je pense que c'est toujours mieux que d'être isolé à l'extérieur, où peut-être vous avez plus de liberté, mais pour quel résultat? Alors, on a vu avec Mathieu Orphelin, qui s'est expliqué sur son départ, qui a dit qu'il était en désaccord sur le rythme notamment de l'action portée sur l'écologie. On avait le sentiment que votre groupe, il était uni sur les questions économiques, mais qu'en revanche, c'était plutôt sur les questions d'ordre sociétal qu'il était en désaccord, qu'il pouvait avoir des désaccords. Mais même sur l'économie, ça n'a pas l'air d'être simple quand même. Vous avez les niches fiscales, par exemple. Oui. Alors, les niches fiscales, le président de la République semble avoir dit non, il ne faut pas y toucher. Vous, c'est votre cas? Non, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un sujet de justice fiscale. Et je ne crois pas qu'on puisse le résoudre par la question du rétablissement de l'ISF. Moi, j'ai toujours dit ça depuis le départ. Donc l'ISF, oui, votre position? Non, l'ISF, on l'a supprimé. C'était nécessaire pour... Une partie, d'ailleurs. Une partie, oui, vous avez raison de le rappeler. Il continue d'exister sur l'immobilier. Mais c'était nécessaire d'avoir une politique où, finalement, le capital est moins taxé en France pour pouvoir faire repartir l'emploi. Ça fait partie des fondamentaux. Ou même quelqu'un comme moi qui vient de la gauche n'a pas de difficulté avec ça. Par contre, effectivement, il y a un sujet de justice fiscale en France. Alors comment on y répond? Moi, mon sentiment, c'est qu'effectivement, les Français nous disent on n'a pas l'impression que tout le monde paie sa juste part d'impôts dans ce pays et il faut pouvoir répondre à ça. Les niches fiscales peuvent être une solution. Si le président de la République considère que c'est pas la bonne voie, eh bien on en trouvera une autre. Mais je ne doute pas un instant que lui aussi pense qu'il y a un sujet de faire payer à chacun sa juste part d'impôts et que peut-être certains en paient trop aujourd'hui, peut-être certains pas assez. Donc vous avez vu dans le sondage que publie le Figaro et que relaient d'autres médias, les questions fiscales arrivent en tête. Mais oui, vraiment le sujet majeur. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Alors effectivement, dire que les niches, d'une manière générale, sont mauvaises, c'est peut-être aller trop vite, parce que si elles existent, c'est qu'il y a des raisons. D'abord, il y en a 400, elles sont très variables, elles ne touchent pas les mêmes publics. Quand on est sur une niche pour les gardes d'enfants... Derrière une niche, il y a beaucoup d'emplois parfois. Exactement, donc il faut faire attention à ça, et j'imagine que c'est bien de ça que le président de la République parlait. Mais regardons effectivement comment on peut peut-être dégager quand même certaines marges pour pouvoir baisser les impôts de ceux qui ont le moins de revenus ou pour pouvoir financer des services publics. À l'intérieur de votre groupe, est-ce que vous allez pouvoir tenir l'unité? Moi, je crois que oui, mais à une condition. Laquelle? Aujourd'hui, on ne fait pas suffisamment vivre le pluralisme de la majorité. On l'a nié, ce pluralisme, parce qu'on l'a craint. On s'est dit qu'il allait nous affaiblir. C'est tout le contraire. La République En Marche, c'est sa force d'avoir des gens qui viennent d'horizons divers et qui sont reliés par 3 ou 4 grands principes. Un attachement à l'Europe, une certaine conception de l'égalité des chances plutôt que l'égalitarisme, un libéralisme politique aussi, c'est pour ça qu'il y a eu et économique. Liberté de ton, voilà, c'est pour ça qu'on a eu cette liberté sur la loi Casseur. Voilà, et puis une conception moderne d'une France ouverte et dans le monde. Donc il faut pouvoir continuer à avancer là-dessus ensemble, mais faire vivre le pluralisme au sein de la majorité. Est-ce que Gilles Legendre, qui est le président de votre groupe, nouveau président, puisque il a succédé à l'actuel président de l'Assemblée nationale, est-ce que Gilles Legendre arrive à faire
vivre cette diversité? Bon, je crois que de toute façon, tout ne repose pas sur Gilles Legendre et sur le président, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, et on a tous certainement une responsabilité là-dedans, on n'arrive pas suffisamment à effectivement avoir cet espace de régulation politique au sein du groupe et au sein de la majorité, et qu'il faut imaginer comment le faire vivre. Le mouvement peut jouer un rôle là-dedans. Moi, je rejoins les instances nationales et je vais être chargé de co-animer le débat d'idées avec Marlène Schiappa. On peut imaginer aussi que le débat d'idées à l'intérieur du groupe, du mouvement. De la République en marche, du parti. Donc ça peut être aussi là qu'un certain nombre de choses sont discutées et qu'ensuite on peut les répercuter au sein du groupe. Mais effectivement, on a trop conçu la République en marche comme un ensemble monolithique. Ce n'est pas grave d'avoir de la pluralité. Il n'y a pas assez d'horizontalité en fait. Il a été construit sur cette valeur-là. Et oui, et les sensibilités des uns et des autres. Encore une fois, j'ai rappelé les fondamentaux tout à l'heure, mais moi c'est vrai que je suis attaché à ce qu'on aille plus loin sur la question sociale, en partant de l'individu, en partant de ce qui nous a fondés, pas pour refaire du socialisme à l'ancienne, sinon ça sert à rien. Mais on doit pouvoir le dire, ça. Et ceux qui veulent plus d'écologie, comme Mathieu Orphelin, auraient dû pouvoir le dire aussi, et que finalement on en tienne plus compte. Il n'avait pas la liberté de le dire? Il l'avait. Moi, je crois qu'il a fait avancer beaucoup de dossiers. C'est pour ça que je ne comprends pas bien pourquoi il est parti non plus. Mais peut-être qu'on n'a pas été assez loin, effectivement. Il faut ouvrir les fenêtres, en fait. Il faut ouvrir, et il faut laisser le débat vivre, et il faut porter des choses, c'est sain. Il faut faire de la politique, et y compris en interne. C'est pas honteux. D'accord. Alors, il y a un sujet qui vient sur la table, c'est l'histoire de la PMA, entre vous, en tous les cas, dans la majorité. PMA, on parle de PMA éthique. Alors, la PMA éthique, donc c'est la procréation médicalement assistée. Éthique, pourquoi éthique ? Alors écoutez, je pense que c'est quelque chose aussi dans les débats sur la GPA qu'on entend souvent, c'est pour éviter toute relation marchande. Moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est dans la GPA notamment. Oui, c'est comme ça que je le comprends. C'est plus sur la GPA que sur la PMA. Je pense, parce que sur la PMA, la question se pose moins de cette relation financière. Et donc vous seriez pour la GPA éthique? Alors, je suis d'abord pour l'extension de la PMA. Ça, c'est quelque chose. Ça fait consensus dans le groupe. En tout cas, le mouvement a pris une position là-dessus. La République en marche. C'était dans le programme du président de la République. Et l'a réaffirmé depuis. Il y a quelques mois, a dit en bureau exécutif, nous sommes favorables à l'extension de la PMA pour toutes les femmes. Donc moi, je porte ça. La question de la GPA, c'est différent. Le mouvement a dit qu'il ne souhaitait pas pour l'instant porter cette proposition-là collectivement. Donc moi, j'avais simplement rebondi sur les propos de Nathalie Loiseau, qui avait été interrogée dimanche, ministre de l'Europe, et qui disait qu'elle était favorable à titre personnel. On m'a demandé mon avis ensuite. J'ai dit que moi aussi, à titre personnel, j'étais favorable. Mais je sais que le mouvement, lui, ne souhaite pas s'engager dans cette voie, et je n'en ferai pas une question politique que je porterai ou pousserai au sein du mouvement. Je ne pense que c'est pas la priorité pour le moment. Faisons la PMA d'abord. D'accord. Comment on sort de la crise des Gilets jaunes ? On sort de la crise des Gilets jaunes en faisant quelque chose qui va paraître peut-être assez contre-intuitif, mais en réhabilitant les corps intermédiaires, en remettant finalement, en réinventant des espaces démocratiques, des lieux de sociabilité où les gens peuvent venir et défendre leurs intérêts collectifs. On ne sort pas de la crise des Gilets jaunes en faisant le RIC. On sort de la crise des Gilets jaunes en... Donc vous êtes contre un référendum ? Je pense que c'est pas la... Enfin, on peut assouplir le référendum d'initiative populaire. Le non, mais contre un référendum organisé le même jour que les européennes, par exemple. Attention, un référendum proposé par le président de la République à partir des questions qui remontent du grand débat, c'est une bonne chose. Ça, vous êtes pour? Ça, je suis pour. Mais ça ne suffira pas. Il faut remettre aussi... Attendez, ce référendum, il est possible de l'organiser? Moi, je pense que tout est possible quand on a la volonté politique. Si on vous pose la question au groupe et aux députés, vous allez dire oui. Oui, moi je pousse cette idée. Les questions posées seraient des questions d'ordre institutionnel, mais aussi économique, alors? Alors ça, c'est le point qu'il faut qu'on discute. Moi, je pense que les questions de citoyenneté et d'institution ont toute vocation à être tranchées par les Français directement. Ça, on voit assez bien comment ça peut se faire. Mais sur les questions économiques? Sur les questions économiques, je pense que c'est un petit peu différent. Pourquoi pas? Mais moi, je suis quand même plutôt favorable à ce que tout ce qui est fiscalité, budget de l'État et autres soit plutôt discuté au Parlement. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on invente un moyen pour que les parlementaires aient plus d'interaction avec les citoyens aussi sur ces questions-là. Imaginons des choses. Faisons sortir le budget de l'État de la Commission des finances. Mettons-le sur la table dans le cadre du grand débat, mettons les niches dont on parlait, mettons les dépenses, regardons tout ça, voyons ce que nous disent les citoyens, puis nous, après les parlementaires, on tranchera. Mais faire discuter ça directement par référendum, ça me semble compliqué. Bah oui, parce que si vous dites est-ce qu'il faut augmenter les salaires, tout le monde va être pour. Évidemment, donc vous voyez, en fonction des questions. Donc faisons les questions démocratiques et institutionnelles par référendum, faisons la justice fiscale au Parlement en ayant entendu d'abord les citoyens dans le cadre du grand débat, et puis renforçons, redonnons des lieux où les gens peuvent venir défendre des positions collectives. Alors, c'est quoi ces lieux? Mais écoutez, les syndicats aujourd'hui sont désertés. Les associations sont souvent des gestionnaires en France qui perçoivent des subventions, mais n'ont pas de vrai rôle dans la société, dans le débat public, dans le débat politique. Tout diriger quand même. Non, je pense que nous, le politique, on doit donner les moyens à la société civile.
aiguillonner. aux syndicats d'être plus forts et de participer. Vous savez, en France, on fait reposer l'intérêt général uniquement sur l'administration et l'État. Peut-être qu'il faut sortir de ça. Cette culture démocratique, qui était d'ailleurs des idées qui étaient partagées par des gens comme Michel Rocard, des gens comme qui n'ont jamais vraiment trouvé à s'appliquer en France. Moi, je pense qu'il faut retourner vers ça. Si on avait plus d'intérêt à syndiquer, les gens se syndiqueraient et on aurait moins de gens sur les ronds-points de manière désorganisée, où on aurait comme ça une action collective qui est très atomisée. Si la société civile et les associations jouaient un vrai rôle, qu'on leur laissait mettre en place des politiques publiques elles-mêmes, sans tout réglementer, sans tout normer, on aurait plus de gens qui y seraient. Il faut davantage régionaliser aussi. Aussi, si ça je fait vous partie. parle d'un SMIC régional. Mais écoutez, discutons de ça. Parce que quand on habite Pau et Paris, c'est pas tout à fait Discutons de ça, la question territoriale est essentielle. Effectivement, aujourd'hui, on a un sujet sur le fait que les collectivités locales mènent des politiques pour leur territoire, mais pas pour les habitants qui y sont. Des frontières administratives sont toujours le frein à des politiques publiques qui devraient penser cette mobilité, qui devraient effectivement penser le fait que le coût de la vie n'est pas le même partout, que des jeunes qui, par exemple, effectivement, sont en milieu rural, je sais pas moi, dans les Hautes-Alpes, et qui veulent aller à l'OM, le conseil départemental ou la ville devrait leur payer cela. On ne réfléchit pas comme ça en France. Repensons la démocratie locale, repensons l'action publique locale. Ça fait aussi partie de ce que je disais juste avant sur des lieux de sociabilité et des lieux de pouvoir et de délibération plus nombreux en France. Qui pour diriger la liste des européennes ? Écoutez, qui pour diriger la liste des européennes ? C'est pas, voilà, il y a plusieurs options possibles. Moi, j'ai pas de préférence. Je pense qu'à ce stade, vous savez, il y aurait pu avoir une personnalité très forte qui aurait conduit cette liste. Ça aurait certainement fait sens d'avoir comme ça quelqu'un qui n'avait peut-être pas eu d'action politique auparavant. Si on avait commencé la campagne il y a quelques semaines ou quelques mois. Maintenant, on va être sur une campagne courte. Il faut quelqu'un qui incarne une proximité avec le président de la République, et donc on comprenne bien que c'est bien la liste effectivement du président de la République. Je ne pense pas qu'il faille se mettre la rate au courbouillon pour trouver le mouton à 5 pattes sur les européennes. C'est plus ça le sujet. Ça doit être quelqu'un de la société civile ? Je pense que ce n'est plus indispensable aujourd'hui. D'accord. Une femme ? C'est mieux. C'est mieux une femme. C'est toujours mieux une femme. Bon. Mais bon, après... voilà. Attaché, vous êtes optimiste pour l'avenir ? Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à proposer à ce pays. Je pense que les élections européennes seront un moment où justement on va entendre pourquoi il y avait besoin d'un mouvement comme La République En Marche, qui croit en l'Europe, qui croit dans le projet européen, pour régler les grandes questions sur les enjeux migratoires, climatiques, scientifiques, militaires. Vous êtes les seuls à défendre ça ? Mais oui, on est les seuls à avoir créé une formation politique qui, sans ambiguïté, est résolument pro-européenne. Voilà. Et ça ne veut pas dire fédéraliste alors ? Ça veut dire qu'il faut plus de souveraineté au niveau européen, plus d'intégration sur certains sujets, et qu'il faut inventer les formes nouvelles de cette intégration. On est avec Aurélien Taché, le député du Val d'Oise de La République En Marche, et on va continuer avec vos questions, chers internautes, et Jean-Baptiste Semerjian qui nous rejoint dans les studios. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Aurélien Taché. Une réaction de Farouk. Farouk qui dit que des crèches sont en train de fermer à Argenteuil sous prétexte qu'elles ne sont pas rentables. Vous lui répondez quoi, Farouk ? Je réponds que... Argenteuil, dans votre circonscription ? Non, moi je suis à Cergy, c'est pas très loin, c'est chez ma collègue Fiona Lazare. Les crèches, c'est un service public, donc la rentabilité ne doit pas être le critère premier d'un service public, donc c'est regrettable. Il faut trouver le moyen effectivement d'avoir plus de places de crèche, et dans le plan pauvreté que Agnès Buzyn a lancé l'année dernière, il y a justement le financement par l'État de plus de places de crèche dans les quartiers populaires, parce que c'est souvent là aussi qu'il y a des besoins. François, elle s'étonne que vous ayez voté contre la loi anti-casseurs avec le souhait de faire évoluer le texte en seconde lecture. Pas contre, hein. Je me suis abstenu précisément, François. Mais selon elle, quand on est contre ou pour, on l'est définitivement. Non, écoutez, on peut envoyer un signal de dire « moi, je ne souhaite pas voter ce texte, car sur certains principes fondamentaux, je trouve qu'il est éloigné de l'ADN d'En Marche ». Qu'est-ce qui vous heurtait dans ce texte ? La liberté individuelle dans ce pays, c'est la règle, la restriction, l'exception, et seul un juge doit pouvoir la restreindre, un juge indépendant, pas un préfet qui est aux ordres du gouvernement. Moi, je soutiens ce gouvernement, ça ne me pose pas de difficulté pour l'instant, mais demain, si des populistes sont au pouvoir et qu'ils donnent l'ordre à leur préfet de restreindre massivement les libertés, on aura ouvert une brèche sur le principe qui permet de le faire. Et on ne sera pas légitime pour s'opposer ensuite à ce qu'ils le fassent. Donc légitime. C'est un avertissement, cette abstention ? C'est un message politique, de principe que j'envoie au gouvernement, qu'on envoie avec les 50 collègues, mais je suis résolument dans cette majorité. Quand on est dans une majorité, on ne vote pas contre les textes. Restons sur le groupe à l'Assemblée nationale. Selon Antoine, la République En Marche à l'Assemblée nationale manque de pluralisme. Elle aimerait que vous arrêtiez de voter systématiquement les propositions des autres partis. Ben voilà, on a un exemple du fait que, par exemple, sur des propositions du gouvernement, parfois, on ne les vote pas, et que, par contre, il a raison, Antoine. Moi, je l'ai d'ailleurs souvent dit, et Christophe Castaner l'avait dit aussi il y a quelques mois, en disant on a peut-être été au début un peu
un peu fermé, peut-être, j'allais dire sectaire, non, j'oserais pas quand même, mais... Pour accepter des propositions de loi venant de l'opposition. Propositions de la droite ou de la gauche d'ailleurs, on peut les accepter. Écoutez, là il y a eu peu de temps, un député Les Républicains, Aurélien Pradier, a proposé des choses sur le handicap à l'école. On n'a pas rejeté son texte, on a pris certaines choses, donc continuons d'aller dans ce sens-là quand il y a des choses intéressantes. Véronique Bonnick, elle propose d'assortir l'exonération de l'ISF une obligation d'investir dans l'économie. C'est une bonne idée, ça ? Alors, je pense qu'il faut se méfier des usines à gaz, mais que par contre, effectivement, on regardera quel a été le résultat de cette suppression. Quand est-ce qu'on regardera ? Il faut d'ailleurs qu'on arrête de parler de suppression. Israël avait raison, c'est une transformation. L'ISF existe toujours sur l'immobilier, mais plus justement, la l'IFI, mais plus sur ce qui peut être... Les valeurs mobilières. Les valeurs mobilières. Donc, on regardera ça. Écoutez, c'est trop tôt. Il faut au moins encore un an avant de voir quels seront les effets. Et puis, vous savez, en économie, tout n'est pas ultra rationnel. C'est aussi un signal global qu'on envoie. Venez investir en France et créer de l'emploi en France. Et depuis qu'Emmanuel Macron est là, indiscutablement, il y a plus d'investissements en France. Donc ça, c'est positif pour tout le monde. C'est le chômage qui baisse, c'est pour tout le monde. Quand est-ce que vous allez venir à la rencontre des usagers du RER A à Cergy, vous demande Virginie. Alors, je ne sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer Virginie, mais il y a des problèmes extrêmement importants. Une des craintes qu'on a en ce moment à Cergy, c'est effectivement que le fait, il faut faire le Charles de Gaulle Express, il faut faire le Grand Paris, donc mais ça ne doit pas être... Express, c'est entre l'aéroport et la capitale. Exactement, mais ça ne doit pas être au détriment de ce qui se passe dans l'ouest du département et à Cergy. Nous, on n'a que le RER A, on n'est pas sur le tracé du Grand Paris, et donc il faut investir pour que le RER fonctionne mieux. J'ai été rencontrer un certain nombre d'associations pour cela, plus de trains et d'autres, mais je peux revenir rencontrer Virginie et les usagers quand elle le souhaite. Justement, Raj vous demande, il s'appelle Raj, R-A-S-J-E, vous demande ce que vous avez fait de concret pour votre circonscription. Vous avez deux choses incroyables dont vous êtes fiers. Je peux vous donner quelque chose de très concret dont je suis très fier, c'est d'avoir lancé les emplois francs à Cergy-Pontoise. Les emplois francs, c'est un dispositif qui permet à une entreprise de percevoir 15 000 € de prime quand elle embauche quelqu'un qui est issu d'un quartier populaire, sans autre condition que celle-ci par ailleurs, aucune condition d'âge, aucune condition de diplôme. N'importe qui vit dans un quartier populaire de Cergy-Pontoise et qui est aujourd'hui embauché par une entreprise, c'est une prime de 15 000 € pour l'entreprise, donc ça va faire baisser le chômage dans ces quartiers. C'était quelque chose qui devait être mis en œuvre qu'en 2020, je l'ai fait avancer dans la loi dès 2018 et j'ai fait en sorte que Cergy-Pontoise soit territoire. Ça donne déjà des... Oui, on a plusieurs centaines de CDI de signés pour ces demandeurs d'emploi qui vivent dans les quartiers prioritaires de Cergy, dans le quartier de l'Horloge, dans le quartier de l'Axe-Majeur, dans le quartier des Toupets à Vauréal ou encore des Moulinards à Osny. Ça, j'en suis très fier. D'accord. Et la deuxième ? Alors la deuxième chose que j'essaie de pousser avec beaucoup de force, c'est justement qu'on puisse avancer sur des questions de mobilité parce qu'on a ce sujet à Cergy-Pontoise. Il y a le RER, peut-être que la loi mobilité sur laquelle très bien fonctionné. Non, mais la loi mobilité, ce que va présenter Elisabeth Borne peut proposer des solutions. Moi, je souhaiterais par exemple qu'on réfléchisse à créer une voie express sur la 15 uniquement pour les bus. Plus de voitures sur cette voie pour faire Paris-Cergy en bus. Ce serait une alternative de plus au RER. Une dernière question, c'est plutôt des réactions qui arrivent souvent quand aujourd'hui vous êtes invité. C'est Fabie qui s'étonne, et je cite, que vous vouliez des femmes voilées à l'Assemblée nationale, donc députées. Et d'autres internautes vous critiquent aussi sur ce sujet. Je ne veux pas de femmes voilées à l'Assemblée nationale, je ne veux rien en particulier. Une citation de vous qui revient. Je vais vous expliquer. J'ai dit que s'il y avait une femme qui porte le voile se présentait à une élection et était élue députée et qu'ensuite elle voulait siéger avec son voile à l'Assemblée nationale, oui, moi, à titre personnel, je ne trouve rien à y redire. Voilà. Parce que j'ai une conception libérale de la société, je considère que chacun est libre d'assumer sa religion. Elle n'est pas fonctionnaire, cette personne, elle est élue de la nation, elle représente aussi une partie de la nation. Il y a des femmes musulmanes en France, il y a des femmes musulmanes qui portent le voile en France, elles sont françaises comme les autres. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Contre l'interdiction du port du voile intégral sur la voie publique ? Alors écoutez, cette loi Copé. Cette loi a été votée, maintenant elle s'applique. Voilà, je ne souhaite pas qu'on y revienne. Je dis simplement qu'il ne faut pas confondre neutralité de l'État et neutralité de la société. La société, elle, peut être diverse. Les gens peuvent exprimer leurs opinions religieuses sur l'espace public en portant un voile qui n'est pas intégral, en l'occurrence, parce que ça c'est interdit, et que ça ne doit pas poser de problème. C'est pas comme une fonctionnaire, évidemment, ou quelqu'un qui serait professeur ou policier, ou là, il représente l'État, donc pas de signe religieux. D'accord. J'imagine que dans votre groupe, tout le monde n'est pas comme vous, là, non, sur l'élection de une quelqu'un. Conception plus extensive de la laïcité, avec une vision de la société qui est plus neutre, où finalement l'expression religieuse serait vraiment circonscrite au domicile ou ce genre ou à l'espace très privé. Je ne suis pas d'accord. Je pense que la société est ouverte, qu'une société démocratique et libérale, c'est accepté. Anglo-saxonne, en alors, tous les cas. C'est ce qu'on dit parfois, mais voilà, moi, je préfère m'en tenir à libéral. Très bien. C'était Aurélien Taché qui était avec nous ce matin. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, y compris à celles des internautes, grâce à Jean-Baptiste Sémergent. Et puis à lundi, si vous le voulez bien, pour un nouvel entretien.